Très bien. Mais en tout cas, on est très heureux de vous recevoir ce soir dans le ciné-club L'Alchimie du cinéma. Stéphane Grosbeau, qui est donc un habitué de la Filmothèque et qui fait ça depuis quelques années. Et en particulier pour ce cycle autour de l'Apocalypse, avec ce deuxième film Apocalypse 2024. Mais sans plus attendre, je vais lui laisser la parole et parler du film. Oh, bah, sur le passage, un peu de pub peut-être. Bon. Non, les ciné-clubs autres hôteliers de la maison reprennent avec notamment Alain Garel. Vous pourrez trouver aussi Fabrice Caudreau avec tous les programmes dans le hall. Et j'animerai moi-même une séance le 21 février, ça nous amène un peu plus tard, autour des Belles de Nuit de René Clair dans le cadre de mon ciné-club L'Écran Français. Ce qui nous permettra de rendre aussi hommage à Ginelle Lollobrigida qui nous a quittés cette année, il y a quelques semaines. Enfin voilà, mais j'arrête la pub et je laisse la parole à Stéphane pour cette séance. Merci. Alors, donc le film qu'on va voir ce soir dure 1h30. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà vu parmi vous? Pas beaucoup. Moi, c'est un film qui est resté dans le quartier latin à l'affiche pendant pas mal de temps. Et là, il a eu droit à une ressortie par Artus Film sans qu'il y ait de copie sale. Donc là, ce soir, vous êtes sur une des rares projections publiques faites à partir du Blu-ray de bonne définition, bien entendu dans toutes les règles de l'art, en payant des droits. Mais c'est vrai que c'est un film étonnant qui est un peu oublié. Alors, moi, l'idée de vous présenter cette soirée, c'est de vous rappeler que depuis un petit moment, je fais des cycles où je crée des trilogies imaginaires sur des thèmes que j'essaie de connecter à ce que j'appelle l'esprit du temps. Et il y a un mot qui revient beaucoup, c'est le mot d'apocalypse. Donc là, il est déjà dans le titre du film, et donc il vient au milieu d'une trilogie où j'ai présenté Apocalypse Now la dernière fois, où je vous présenterai Le Sacrifice de Mars. Pour les gens qui ont envie d'en savoir plus sur ces films, les séances sont filmées, je remercie Léonard qui fait la captation, et mis sur une chaîne YouTube qui s'appelle Libermundi. Et vous aurez finalement toutes les séances faites à la Filmothèque depuis un petit moment. Voilà. Alors, on va rapidement présenter, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur le film. Vous rappelez, mon cadre d'analyse, c'est de parler de films qui réenchantent le monde. Vous trouvez la référence peut-être à un film classique. Là. Je vous fais participer des fois, je vous pose des questions. 2001, qui est un film, peut-être un des films les plus mystérieux. J'étais à Angoulême et un dessinateur comme Philippe Brouillet a été totalement atomisé par la vision de 2001. Et il a une interprétation alchimique de 2001, Philippe Brouillet, c'est dans le catalogue que vous pouvez trouver. Oui. Alors, à une époque, quand il n'y avait pas le cinéma, il y avait des gens qui étaient des copistes, des moines, des alchimistes, et ils faisaient des dessins mystérieux avec des couleurs mystérieuses qui voulaient dire quelque chose. Voilà. Donc les films que je vous montre, c'est des films qu'il va falloir décoder. Je rentre dans quelque chose qui s'appelle la sémiologie, mais sans trop se prendre la tête. Je vous donne quelques cadres. Là, on va beaucoup parler de tarot. Parce qu'un homme et son chien, c'est le titre du film, Apocalypse Now. Et dans le tarot, c'est l'histoire d'un homme et son chien qui font un voyage. Donc on va voir, est-ce que... J'ai fait une hypothèse, que ça pouvait coller, et vous allez voir que... Mais ça, je vous donnerai mon avis à la fin, parce que je prendrai aussi vos réactions. Voilà. Alors, quand je parlais de l'esprit du temps, d'archétype, de symbole, je me réfère à ce monsieur, Carl Gustav Jung. Je me réfère aussi au monomythe de Campbell, c'est-à-dire que l'idée d'un héros qui est séparé, l'apocalypse, les gens perdent quelque chose, on est dans le post-apocalyptique, on a perdu sa famille, on a perdu sa raison de vivre, et le personnage erre avec un chien dans le désert. Et il va rencontrer une femme, et derrière cette femme, il y a toute une société. Et donc il va descendre sous la terre, et en descendant sous la terre, il va y avoir des épreuves qui vont l'initier ou pas à quelque chose, et après il va revenir. Vous voyez, donc ce film-là, il est vraiment fait sur ces trois grands actes. On a ça dans la poétique d'Aristote aussi. Et voilà, le personnage fait un parcours. Alors, revenir sur pourquoi l'apocalypse, c'est pas pour vous faire peur en vous disant qu'on va tous mourir demain, parce qu'en même temps, on va tous mourir. Mais pas forcément demain, ça peut être après-demain. C'est ce qui nous réunit, c'est la question de la mort. Mais au-delà de ça, c'est la question du sens, moi, que je questionne à travers certains films, en prenant, si vous voulez, l'idée que le mot apocalypse, à la base, ça veut dire la révélation. Et de quoi? Alors dans Apocalypse Now, pour ceux qui étaient là ou pas, mais vous pourrez revoir le film, Coppola fait un film métaphorique sur qu'est-ce que c'est que la guerre, pourquoi les hommes passent leur temps à se faire la guerre. C'est très intéressant. Il réfère ça à la mythologie de Fraser, au cycle du roi déchu. Bon, ça, c'était le Ciné-Club dernier. Après, on peut se dire, une fois que la guerre elle a eu lieu, parce qu'Apocalypse Now, la guerre, on l'évite, on sort du cycle de la violence. Mais à un moment donné, on sait bien que ça revient dans l'actualité
je ne vais pas faire des liens avec l'actualité, mais vous les ferez tout seul. Je veux dire, il y a cette question de la guerre, de la menace, c'est toujours là, ça revient. Hein. Une troisième guerre mondiale ou pas, on ne sait pas, mais qu'est-ce qui se joue derrière? Après que ça pète, parce que est-ce que ça pètera, on ne sait pas, mais il faut comment on survit. C'est la question du film post-apocalyptique et du film qu'on va voir aujourd'hui, avec une date assez terrible, c'est 2024, et nous sommes en 2023. Voilà. Donc, finalement, je vais développer ça, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, comment on survit dans un environnement difficile, et quelles sont la qualité des rapports entre les humains pour pouvoir survivre. Après, il y a la question d'éviter l'apocalypse, et c'est la question du sacrifice, qui va être présent, vous allez voir, dans ce film-là, mais d'une façon assez étonnante. Et Tarkovsky, dans le dernier film, qui est un film prémonitoire sur où Tarkovsky sentait venir sa mort, voilà, et on arrivera à quelque chose autour de ça. Alors, pour revenir dans ce film-là, on est avant Star Wars, on est en 68, si vous voulez, et cette période avant 68-79, il y a toute une série de films qui sont très pessimistes. On a le premier film de George Lucas, PHX 138, La planète des singes, Soleil vert, Monde Ouest et L'âge de cristal, qui nous montre un monde, on va dire, assez dystopique. C'est-à-dire le contraire de l'utopie, c'est un monde où on n'aimerait pas forcément vivre. Voilà. Donc, vous voyez, ce futur si proche, vous le vivrez peut-être, avec à dire attention, donc une très belle affiche hein, qui est faite, mais le film, vous pouvez voir, je ferai un parallèle. Alors, qui a lu ça? Richard Corben, Grand Prix d'Angoulême, a fait une BD qui s'appelle Vic and Blood. Hein, donc, c'est les personnages. Vous avez presque une suite et une préquelle dans la bande dessinée. Quelqu'un a lu cette BD? Oui. Ah, cette BD est introuvable malheureusement aujourd'hui, mais c'est intéressant. Bon, je ferai quelques références à la fin de l'exposé. En tout cas, on peut savoir que George Miller, il l'a dit dans plusieurs articles, il s'est vraiment inspiré de ce film, qui est un film madriste pour un certain nombre, notamment les Mad Max. Alors, il a fait ça beaucoup mieux, Miller, en termes de pyrotechnie, mais sur le fond, c'est intéressant. Alors, nous parler du réalisateur que vous voyez à 3 étapes de sa vie, là. Il s'appelle L.Q. Jones, il nous a quittés en 2022, il est acteur de western chez Peckinpah, et effectivement, il est aussi scénariste et producteur, il a fait notamment la série TV Hulk, sur un super-héros. Bon, voilà, alors, il s'inspire d'une nouvelle de quelqu'un qui s'appelle Harlan Ellison, qui lui nous a quittés en 2018. Alors, ce qui est intéressant dans le DVD Blu-ray d'Artus Film que j'ai consulté pour préparer cette séance, c'est qu'on les voit tous les deux, qui échangent à propos du film, de façon... Il y a eu une controverse sur la fin du film, entre les deux, je vous en parlerai à la fin, justement, de l'exposé. En tout cas, Ellison, lui, il fait comme Philippe Cadic, c'est quelqu'un qui va développer des nouvelles de SF, on est dans les années 68. Donc, quelqu'un comme Philippe Drouillet, hein, qui était à l'honneur d'Angoulême, dit qu'effectivement, à cette période-là, 68, on rentre dans une nouvelle ère, l'ère du verso, l'ère des hippies. Et c'est comme si un certain nombre d'auteurs de science-fiction avaient comme une prémonition de ce que pourrait être notre futur. Voilà. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez étonnant. Voilà. Alors, l'œuvre d'Ellison s'inspire un peu de l'œuvre de Thomas Mann, aussi, qui s'appelle A Man and His Dog. Vous voyez. Donc, il y a des liens. C'est une œuvre qui, l'air de rien, est philosophique. Un peu par défaut, on verra, mais il y a quelque chose. Alors, là, vous connaissez cet acteur. Alors, ça, c'est une fausse affiche qui a été faite parce qu'à l'époque, Don Johnson, il deviendra célèbre grâce à Miami Vice. Donc pour vendre le film quand il est ressorti, ils ont fait un truc qui est totalement bidon, ils l'ont mis en mode policier alors que c'est pas du tout son look dans le film. Et la violence s'empara du monde, vous voyez, on trouve ça. Bon, Don Johnson n'a pas eu une grande carrière au cinéma, on le retrouve dans des séries télé, on le retrouve, bon, il n'a pas percé, bon, par contre dans Miami Vice, il joue un flic assez, il joue très très bien là-dedans, mais voilà. Et dans ce film, vous allez le voir assez jeune, hein, il a 22 ans. Alors, la bande originale est faite par Tim McIntyre, et Tim McIntyre, il fait aussi la voix du chien, hein, qui s'appelle Blood, et ce chien, il est très particulier. Et Will McIntyre, il a fait aussi la musique folk de Jeremiah Johnson, qui, si vous voulez, il y a un lien entre Jeremiah Johnson, c'est la question d'un trappeur qui survit, Robert Redford, dans l'Ouest. C'est beaucoup plus babacool et sympa que ce qu'on va voir quand même. Voilà, donc je m'arrête là pour vous dire que voilà, vous pourrez voir éventuellement la plupart des analyses sur la chaîne YouTube d'Ibermundi. La discussion qu'on aura, si vous avez la patience de rester, c'est de prendre en vue les différents personnages, se dire mais qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'ils nous disent ces personnages, qu'est-ce qu'ils cachent, commenter un certain nombre d'images clés, parce que les films, il y a beaucoup d'images qui sont mises, mais c'est pas par hasard, je vous les montrerai, on discutera dessus. Et ensuite, on se posera la question, mais qu'est-ce que ce film nous dit de nous, de notre époque et du monde?
Est-ce que, voilà, ce cauchemar que l'on voit, pourquoi on a besoin des cauchemars pour vivre? Voilà, je vous laisse découvrir Apocalypse 2024, bon cauchemar pour pendant 1h30. Voilà. Du coup, est-ce que quand on revoit le film, vous avez toujours pris autant de plaisir que la première fois ou pas? Vous avez redécouvert des choses? J'étais petit garçon. Ah oui, j'imagine. Vous rappelez, c'était quand? C'était en 76, je crois. Ça à peu près, hein, 76, ouais. C'est pas passé depuis. Et alors, un enfant qui voit ça le choque, ça fait quoi comme réaction quand on voit ça? Je pourrais pas vous dire, mais en tout cas c'était un bon souvenir. Un bon souvenir, ouais, c'était un bon souvenir. Ouais. Je me dis maintenant que le film était ni interdit au moins de 13 ans, ni au moins de 18 ans, donc j'ai vu à 7 ans. Il peut être interdit au moins de 12 ans maintenant. Alors, pas forcément, parce que, vous voyez, le cinéma, c'est quoi? C'est l'art de l'ellipse. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui seraient potentiellement soit sexuellement, soit au niveau du gore dérangeant, si on le montrait aujourd'hui. C'est-à-dire que le problème de certains réalisateurs aujourd'hui, c'est qu'on vous montre tout, quoi, hein. Et là, la question de l'ellipse, même qui est dans Mad Max, hein, la scène de la mort de la femme et de l'enfant de Mad Max, c'est des ellipses. Et l'art du cinéma, c'est ça. C'est que vous faites votre film, et à la limite, un enfant qui veut pas voir ne le voit pas. Voilà, donc on va passer en revue, parce que là, on a une petite demi-heure, parce qu'il y a une séance après. Donc je tiens à vous faire participer. Donc on va évoquer les différents personnages de cette tragicomédie, parce que effectivement le ton est assez étonnant. Donc les personnages, les masses, donc qu'est-ce qu'il y a derrière ces personnages? Si j'arrive à faire bouger le PowerPoint, ça c'est toujours le moment crucial de la soirée, est-ce que le PowerPoint va bouger? Alors bon, le premier personnage c'est forcément Vic, qui est joué par Don Johnson. Peut-être qu'il faut réactiver le PowerPoint, je ne sais pas. Je vais peut-être aller voir rapidement, parce que s'il n'y a pas de PowerPoint. Donc essayez de voir un petit peu le trajet de vie. En quoi c'est un héros ou anti-héros? Je vais en cabine et je reviens. On va voir ce qui se passe. Alors... Voilà, hop, on revient, l'air de rien. Une soirée un peu expérimentale. Donc John Johnson, Vic, qui veut prendre la parole pour parler de ce personnage et de son parcours dans le film? Est-ce que finalement, il apprend la sagesse ou pas dans cette histoire ou pas du tout? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous écoute. Alors, monsieur. C'est aussi une façon de revisiter le mythe d'Orphée. Il va chercher Eurydice aux enfers, sauf que là, à la fin, c'est lui qui mange Eurydice, quoi. Voilà, et c'est-à-dire que c'est oui. Alors, est-ce que c'est les enfers? Oui, on peut dire ça. C'est un film qui crée une forme de... vous avez un écho de mythologie, mais c'est pas quand même, ça colle pas tout à fait. Hein? Non. Pas. Oui, d'accord. D'autres réactions? Il vous est sympathique ce personnage? Vous arrivez à vous identifier à lui ou pas? Parce que c'est censé être le héros quand même. Hein. Alors voilà, on peut dire que c'est peut-être le chien le héros. Voilà. Il peut y avoir plusieurs personnages. Bon, d'autres réactions, d'autres sur le parcours du personnage? On dirait qu'il a une conscience, contrairement aux gens qui l'entourent dans ce moment-là. Ouais. Oui, parce que relatif, ouais. Voilà, le monde qui l'entoure, on est dans un monde à la Mad Max un petit peu. C'est que George Miller va reprendre Mel Gibson, dans le premier Mad Max, se ressemble assez. Alors sauf que Mel Gibson, il a une famille, alors que lui, il n'a pas de famille. Sa conscience, elle est liée à celle du chien, hein, parce qu'effectivement, il se passe quelque chose entre les deux, un lien télépathique,
où on est dans un rapport de maître à élève et d'une interdépendance entre deux personnages qui font binôme. Parce que ça pose la question de la survie, c'est-à-dire que on peut dire, dans un monde post-apocalyptique, on peut difficilement survivre tout seul. Donc on est sur quelqu'un qui est un adolescent, qui va devenir adulte, et qui a alors une conscience, en même temps il viole un peu des filles quand même, j'ai l'impression. Hein. Sauf que là, bizarrement, là ça se passe autrement. Hein. Donc disons qu'on est sur presque une espèce de roman d'apprentissage, où on a l'accès de quelqu'un à une forme de conscience, vous avez raison, avec un maître, mais qui n'est pas Obi-Wan Kenobi, mais qui est un chien, vous voyez. Donc c'est étonnant. D'autres... Mad Max connaît le monde d'avant, tandis que ce personnage ne connaît pas le monde d'avant. Alors, il connaît le monde d'avant, on ne sait pas trop, parce que, si vous voulez, on refera la chronologie, en tout cas, c'est quelqu'un qui perd la mémoire. C'est-à-dire que, et le chien lui rappelle sans cesse les dates. Alors, on peut avoir deux hypothèses, soit il n'a pas connu, mais c'est vrai que on reverra ça dans votre... Oui, tout à fait. Soit il a connu un petit peu, mais il a oublié. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un truc de la cancel culture, où on veut aussi nous enlever en tête un certain nombre de choses, mais le chien lui rappelle un certain nombre de dates, et il se distingue un peu par rapport aux autres qui sont en bas. Hein, on imagine qu'il n'y a plus d'histoire en bas. Hein. On est dans l'éternel présent. Oui, tout à fait, il y a quelque chose de cet endroit-là. Ouais. Mais il n'a pas connu le monde d'avant, puisqu'il a 18 ans en 2024, et, oui. et la 4e guerre mondiale, c'était en 2007. A priori, en fait, là, ouais, voilà. Donc logiquement, il ne l'a pas connu. C'est tout à fait ça. Donc logiquement, ses parents l'ont connu. Alors, qu'est-ce qu'il a connu de ses parents? A priori, on ne sait pas. Hein. Donc, c'est-à-dire que le chien est le substitut parental. Oui, monsieur? En fait, il y a peut-être un peu une quête d'immortalité du fait de l'absence un peu de la temporalité du récit. Ouais. Il y a des moments où il y a des rencontres, mais en même temps, le fait de se retrouver un petit peu instinctivement dans la personnalité du chien, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose. Mais vous touchez au cœur du film, c'est-à-dire la question de la mort et de l'immortalité, qui sera encore revue par Tarkovsky dans le Sacrifice sur un autre plan. Alors, bon, rapidement, ce personnage, effectivement, il est juste majeur, il est frustré sexuellement. C'est quelqu'un, si vous voulez, si on donne par rapport à des émotions, il est dans le bassin, dans le ventre. Hein, il a une espèce d'instinct de chasseur. Alors, la question du cannibalisme à la fin, si vous voulez, il y avait une première fin où lui aussi mangeait. Et il y a eu un quiproquo entre les deux auteurs que je vous expliquerai à la fin là-dessus. Et en tout cas, s'il s'appelle Albert, hein, c'est que dans le roman d'Ellison, c'est une référence à Albert Payson Terhune, qui était un écrivain animalier qui, dans ses écrits, nous faisait ressentir de l'empathie pour les animaux. Hein, voilà, c'est une référence culturelle. Donc, l'air de rien, il y a quand même plein de références. Alors, le fameux chien, hein, la guerre, c'est l'enfer, effectivement, hein, on y était dans Apocalypse Now. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce personnage qui est quand même assez... Je ne sais pas s'il y a d'autres personnages de chiens comme ça dans l'histoire du cinéma. Pas l'impression. Alors, monsieur. C'est l'intérêt de justement pas d'avoir d'effets spéciaux, parce que les films actuels nous montrent des chiens un peu façon numérique. Ouais. Et là, on a vraiment une présence très très charnelle ouais. et très humaine d'ailleurs du chien. Enfin, il y a quelque chose qui se dégage. L'absence d'effets spéciaux donne un intérêt supplémentaire au film. Ouais. Alors, un aspect un peu suranné, mais en même temps très réel. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il apporte le chien dans ce film? Quel est son rôle, son arc narratif, lui? C'est un peu la conscience du personnage central. Jiminy Cricket. Jiminy Cricket, ouais, on serait sur une espèce de Pinocchio qui n'a pas de Geppetto a disparu, il y a Jiminy Cricket qui reste et qui est un peu Geppetto aussi par moments, mais ça serait le mentor, si vous voulez, hein, dans les histoires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui lui donne la voix, c'est le musicien du film. Et le musicien, c'est celui qui donne une âme au film. Donc ce personnage, et puis il parle de quelque chose, enfin, il est la mémoire, il est la conscience. Voilà. D'autres choses que vous voudriez... Beaucoup d'anthropomorphisme aussi dans la manière dont il est montré. Oui, totalement. Hein. On nous fait ressentir pour ce chien, même si on n'est pas un chien à la Disney, il y a quelque chose d'intéressant hein, dans cette idée de le filmer. Là, et on peut dire que le chien joue pas mal, effectivement. Il est très amoché, le chien. Il souffre. Hein, on a presque pitié pour lui. Donc c'est quand même assez bien vu. Hein. Alors, si on prend rapidement une petite analyse de ça. Alors, il s'appelle Blood, hein, prof. Blood, c'est dans la version un petit peu anglaise. Alors, c'est effectivement
la fonction de prof, de père et d'ami, donc qui est pour Jung dans la fonction du mentor. Donc on a un peu les trois qui reviennent. Il est télépathe. Alors ça, c'est pas tellement bien expliqué, c'est mieux expliqué dans le roman d'Ellison et dans la BD de Corben. On a fait des expériences génétiques avec du liquide rachidien de dauphin, c'est un peu technique, et on a développé la télépathie des animaux. Voilà. Et lui, il chasse les femmes. Mais en contrepartie de cette possibilité de transmettre sa pensée, il a perdu son instinct de chasse. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un peu comme dans les super-héros, on gagne un truc, mais on en perd un autre. Voilà. Et voilà, on creusera un peu plus après, mais... alors, dans la BD, hein, relisez la BD de Corben, je ne vais pas trop vous lire les bulles, mais je vous montre quelques slides, c'est très intéressant parce que Corben, dans sa BD, nous fait un flashback sur comment on a fait cette expérience. Hein. Voilà, la première issue de cette expérience, on parle des parents de Blood, en fait, qui ont été, voilà. Et Blood va être le chien qui va être issu de ce croisement d'animaux modifiés, hein, avec... voilà, donc, mais il servait aussi sur le terrain aussi, c'est-à-dire qu'il y avait aussi, comme la plupart des inventions, une fonction militaire à ça. Hein, mais bon, voilà. Alors, que parler de cette jolie jeune fille et de son rôle dans le film bon, après, sur la fin, on arrivera à la fin un peu plus tard, mais alors, pour Jung, ça serait l'anima, ça serait effectivement Eurydice, mais c'est plus compliqué là. Alors, est-ce que vous, elle vous aurait séduit, cette jeune femme? Vous seriez descendu dans le trou pour la suivre ou pas? Bien sûr. Il y a un public très masculin ce soir-là, c'est une question. Excusez-moi, madame. Il y a un piège évident quand même, parce que la carte qui est commodément laissée pour descendre, Ouais. et ça prouve qu'elle en avait deux, parce que sinon elle n'aurait pas pu descendre elle-même. Totalement, ouais. Qu'est-ce qu'elle fabrique avec deux cartes? Bon, bref. Mais le choix de l'actrice, il est quand même intéressant. Parce qu'on lui donne un peu le bon Dieu sans confession quand même. Oui, elle a un côté innocent. Elle a un côté innocent, angélique, elle est blonde. Je veux dire, on joue sur un archétype un peu de la femme fleur, de la femme ange. Ouais, enfin, elle sait se servir de M16 quand même. Hein. Hein, elle sait se servir de M16, c'est pas le cas de toutes les femmes fleurs. c'est vrai, c'est vrai. Donc ça veut dire qu'en fait là, elle va être très vite sur une ambivalence, assez vite. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est, on a l'impression que c'est une... et on va tout de suite, elle va se démasquer petit à petit, hein, dans cette idée de... qu'est-ce qui la guide en fait? Est-ce que c'est bon, vous avez compris que la question de l'amour est un masque là, hein, mais qu'est-ce qui guide ce personnage? Pourquoi elle fait ça? Elle a envie de prendre le pouvoir dans le monde en bas. La question du pouvoir. Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est un film, on pourrait dire, les féministes pourraient dire que ce film, il est, oui, par rapport à la façon dont il finit, mais en même temps, c'est quand même l'émergence aussi de cette idée du pouvoir qui était dans une société très patriarcale. Et ben, c'est un extrême amène une autre. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer que l'histoire de l'humanité, c'est un patriarcat qui amène à un matriarcat, mais le matriarcat ne sera pas mieux que le patriarcat. Et en alchimie, on parle de la conjonction des opposés, c'est-à-dire de faire cohabiter, et ça se voit dans un couple, c'est-à-dire les couples qui marchent, c'est les couples où il y a une véritable harmonie, alchimie entre les deux. Et il n'y a pas un dominant et un dominé tout le temps, il y a une série de... Voilà. Et là, on est sur cette idée de faire couple, et l'air de rien, notre personnage qui accède à la conscience, il a bien cette espèce de nostalgie, quand même peut-être d'être deux avec un être. Mais là, sauf que là, il tombe sur une fake news, quoi. Là, ça devient... Cela étant, le comité, il y a une femme qui siège. Il y a aussi une femme qui siège au comité, exactement. Alors son rôle, elle n'est pas très développée. Hein. Si vous voulez, au comité, on va reparler de ces gens, ils sont un peu bizarres. Mais la seule raison pour laquelle j'ai accepté ce plan de Lévy, donc elle a bien aussi elle est en couple, logiquement. Hein. Ça veut dire que là, cette idée de prendre le pouvoir, peut-être de critiquer cette société pour la changer de l'intérieur et d'utiliser ça tout bêtement. Alors, voilà, il y a un mix intéressant entre la figure de l'ingénu et de la femme fatale, hein, et puis cette idée de l'amoralité, parce qu'à la fin, elle est prête à les tuer tous finalement. Donc en fait, elle envoie ce qu'on appelle des injonctions paradoxales. Est-ce qu'elle représente l'amour? Ou là, elle représente tout. Est-ce qu'elle est sincère? On ne sait pas. D'où peut-être l'idée qu'il va y avoir un choix cornélien, hein, à faire à la fin. Ça, on verra un peu plus. Alors, ce personnage-là, vous vous rappelez du comment il s'appelle? Fellini. Hein, intéressant, la référence à Federico Fellini, peut-être un petit peu le mot. Et c'est tous les personnages un petit peu qu'on va avoir dans Mad Max, que George Miller va développer, qui sont des espèces de monstres, démurges qui... Humongus, Immortal Joe dans le dernier. Bon voilà, Miller va s'inspirer vraiment de ça. Il n'y a pas grand chose à en dire, puisque c'est plus une caricature finalement. Hein.
voilà, de ce monde à la Mad Max. Là. Donc on voit bien la jeunesse de Mad Max dans ces scènes. Voilà, je ne vais pas passer plus. Alors on pourrait imaginer que si on fait le lien avec Apocalypse Now, bah, c'est un peu un Kurt, c'est-à-dire quelqu'un qui devient un chef de bande, hein, c'est le roi, sauf que là, contrairement à Apocalypse Now, il n'y a pas l'idée que quelqu'un le détrône et arrête le cycle de la violence. C'est-à-dire que dans le film, le cycle de la violence se perpétue, sauf que Blood, le chien lui dit de toute façon ne retourne pas à la ville, il faut fuir ça. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette idée de... Voilà, donc si vous voulez, il y a plusieurs figures qui sont convoquées. Il y a la figure du bouffon, hein, parce qu'il est à la fois un peu ridicule. C'est l'hubris. L'hubris, c'est la volonté de puissance démesurée, et c'est l'idée de dominer tous les clans. Donc c'est très classique hein, dans l'histoire de l'humanité, ce genre de posture. Alors, il faut parler des gens du comité. Jason Robards, qui a joué chez Peckinpah avec Ellison, ils ont joué ensemble, hein, dans Camelot notamment, mais donc ils se connaissent bien. Et il se détache un peu du comité. Alors me dire finalement comment vous avez perçu ce monde d'en bas et ce comité, qu'est-ce qui se passe finalement, c'est quoi cette société Je trouve que la société qui est décrite, elle rappelle un peu celle qui existe dans Zardoz. Ou l'âge de cristal. Totalement. Monde Ouest. Exactement. Voilà. Bah, c'est tous les films dont j'ai fait référence au début, vous voyez, la référence, c'est cette forme de science-fiction pessimiste. Alors je pense que Zardoz est presque plus intéressant que ce film-là. Mais je l'ai pris parce qu'il est vraiment dans la thématique. Il me fallait un film post-apocalyptique. Zardoz, c'est autre chose. Il faudrait le passer, Zardoz. Hein, de Bourman, la référence est très juste. Ouais. Il joue dans un autre post-apo, c'est Le Jour d'après, Robert. Ouais. Oui, tout à fait. Hein, voilà. Mais alors, sur le maquillage, là, qu'est-ce que ça nous dit, ce maquillage? Pourquoi ils sont maquillés comme ça, d'après vous? C'est clown. Ah oui, c'est des clowns. Alors, les clowns... Bah, si vous voulez, le clown tragique dans l'histoire des super-héros, c'est le Joker de Batman. C'est-à-dire que c'est cette espèce de monstruosité, c'est-à-dire afficher un sourire, mais derrière le sourire, il y a le monstre, il y a l'être blessé. Hein. C'est des gens qui ont, je pense, été traumatisés et qui affichent une espèce de société utopique où tout irait bien, mais derrière le masque, il y a la dystopie, si vous voulez. C'est intéressant, puisqu'on arrive, à travers pas grand-chose, à faire jouer les deux concepts qui sont opposés, l'utopie et la dystopie, se rejoignent. C'est-à-dire qu'on voit bien, et on va voir, parce que les masques vont tomber un peu plus loin, c'est-à-dire que si on reprend notre histoire, il s'appelle Luke Raddock, hein, c'est le nom. Donc c'est le chef, c'est effectivement une figure de démiurge, le type qui ordonne, qui juge, c'est comme le roi, hein, c'est lui qui dit coupable. Et quand il dit à la ferme, on leur tord le cou quand même. Hein. Donc c'est des choses assez... Alors la ferme, ça serait la ferme des animaux de Orwell, vous voyez ce que je veux dire, la référence à la ferme. Donc l'air de rien, dans ce film, il y a plein de références. Alors c'est plus lié effectivement à Ellison, hein. Il y a plein de références à l'histoire de la littérature aussi. Et on peut voir aussi le fondamentalisme religieux, hein. C'est-à-dire cette espèce de... oui, c'est une espèce de prêtre laïque, avec, on sait pas, il y a des scènes dans une église, donc c'est quand même assez étonnant. Et puis ce personnage-là, vous aviez capté qui c'était lui au début ou pas? Michael. Michael, il y en a plusieurs, c'est une machine, c'est l'homme-machine. C'est le robot de Monde Ouest, hein. Ça a donné après la série que vous connaissez, Westworld. Donc c'est une machine, mais si vous voulez, c'est l'avatar ultime de l'homme sans âme. Hein, la déshumanisation. C'est un monde qui fonctionne sur la technologie et l'automatisation. Et ça, c'est le monde, si vous voulez, souterrain, le monde d'après, qui est un monde d'après possible, hein. Et d'ailleurs, dans le monde d'avant dans lequel nous sommes, je ne sais pas s'il y aura un monde d'après, mais on voit bien cette idée d'introduire des machines pour rendre service aux personnes âgées sans les contaminer dans les EHPAD ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette vision de mettre le robot, moi, ça m'a toujours questionné pourquoi on veut nous confronter à des êtres comme ça. Voilà, c'est très étonnant. Quel est le lien avec Terminator? Parce que j'ai vu qu'il y avait... voilà, c'est quand il lui tire dessus, ça rappelle quand... c'est la personne impossible à détruire. Parce que... voilà. Mais le lien avec Terminator, c'est qu'à un moment donné, les êtres humains, ne pouvant plus avoir recours à l'esclavage, créent des machines qui sont leurs propres esclaves et qui peuvent, à un moment donné, bugger. Hein. Et donc, c'est vraiment cette idée d'instrumentaliser la question du pouvoir. Et au lieu de créer un pouvoir qui est basé sur la démocratie, c'est un pouvoir qui est basé sur la force et l'esclavage. C'est une secte. Ça veut dire qu'effectivement, on ne peut plus, l'esclavage est hors la loi, mais on crée quand même une nouvelle forme d'esclavage qui sont les machines. Bon, on voit ça dans Matrix, ça c'est la thématique, la rébellion des machines. Enfin, c'est un thème de la SF qui est un classique. Et donc ça montre l'idée d'une science sans conscience, si vous voulez. Tous ces gens-là, ils ne savent pas, et à un moment donné,
c'est la création qui dépasse la créature, qui dépasse le créateur. On a ça dans tous les mythes, dans le mythe de Frankenstein et tout ça. Donc ce film, il reconvoque ça. Parce que là, bon, effectivement, mais il y en a d'autres. Le prochain, il faudra faire attention. Hein, il faudra peut-être le rendre un peu moins sympathique. Il y a peut-être une autre référence mythologique aussi, je ne sais pas, mais il est relativement invulnérable, sauf quand il se prend une balle dans le pied. Ah oui. Donc ça, c'est Achille. Ouais, peut-être. Ouais, il peut y avoir... Ouais, si vous voulez. Ok. Totalement. Voilà, donc on est dans un monde assez étonnant. Hein. Donc je vais vous montrer maintenant quelques... Alors, Topeka, hein, rapidement, parce que le temps passe, si vous voulez, c'est quelque part entre le monde du magicien d'Oz et Métropolis. Hein. C'est une ville souterraine, pour vous donner des références. C'est un peu déréglé, finalement. Il y a que des filles, il manque de géniteurs. Hein. Donc cette idée de l'eugénisme, la sélection du reproducteur, c'est comme dans Matrix, c'est un élu pour reproduire. Hein. L'idée des castes, et puis la novlangue. Hein. La novlangue, c'est basé sur des codes couleurs. Vous avez, bon, ça, c'est pas super développé, ça aurait mérité un peu plus. Et puis la société de surveillance, hein. Tout est caméra et compagnie. Vous avez une sono avec... Voilà. Alors, je vous montre quelques images clés du film. Oui, monsieur, si vous avez... Ouais, le côté caste un peu amolli par rapport à un monde extérieur qui, lui, est resté virilisé, ça rappelle un peu aussi la machine à remonter le temps de Wells. Ouais, totalement. Oui, oui. Parce que on est même, vous avez raison, c'est-à-dire, on est même dans la façon dont il s'habille, je ne l'ai pas développé, on est dans les fermiers, l'Amérique des pionniers, on revient dans le temps, effectivement, avec cette idée de reconstruire une Amérique sur la valeur, les paysans, l'église, les valeurs. Mais c'est pas un progrès, c'est une espèce de totalitarisme qui s'ignore. Voilà. Alors, j'avais une question d'ailleurs. Il se compte en l'an 103 quand on est en 2024. Donc pourquoi il démarre en 1921? Quel est le fait générateur là? Ah, alors ça, il faudrait... bonne question, on va garder la question. Mais alors, je vais vous montrer des trucs à la fin, hein, là-dessus. Alors, ce que je vais vous montrer rapidement, c'est des images clés que je regarde, pour pas dépasser. Alors, ces images, si vous voulez, c'est des images qui sont assez intéressantes. C'est par exemple, voilà, un élément générateur, par exemple, une des premières affiches, il y a eu une explosion nucléaire, à un moment donné, il y a eu une guerre nucléaire. Hein. Et là, c'est une affiche, c'est marqué « A rather kinky tale of survival », c'est une espèce de conte de survie un peu kinky, c'est un peu coquin, un peu ironique, hein, si vous voulez. C'est ça qui est intéressant. Et vous voyez le sourire dans le nucléaire. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose comme si, une apocalypse joyeuse, comme si c'était possible. Voilà. Donc l'idée qu'on est quand même quelque part... Alors, est-ce que ce film vous a fait rire? Un petit peu, on rit jaune, hein, mais par moments on sourit, parce qu'on est un peu... Voilà. Donc cette affiche, elle transmet ça. Alors ça, c'est l'affiche de la ressortie. Hein. C'est Artus Film qui a ressorti le film. Alors, bizarrement, il n'y a pas eu de ressortie en salle. Vous voyez, là, vous êtes privilégiés, ce soir, vous le voyez en salle. Parce que vous êtes des rares à le voir, François a réussi à le programmer. Alors c'est intéressant cette histoire de porte. Hein. Moi ça m'évoque un peu le monolithe de 2001, vous voyez, avec l'idée du monde souterrain, l'idée de la femme elle est placée au bas, donc le bas c'est les bas instincts, c'est la matière, et on a le chien, il regarde vers le futur, vous voyez. Donc ça c'est des codes d'affiches, c'est intéressant, les affiches sont toujours faites selon des codes particuliers. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment un truc initiatique où on va pénétrer dans les souterrains, on va tomber sur un dragon. Bizarrement, le dragon, ça va être l'anima cette fois-ci, ça va pas être Dark Vador. Et l'idée de pouvoir continuer. Et puis il y a quand même cette idée du soleil derrière, il y a quelque chose. Hein, ce soleil, c'est quoi? Alors ça peut être l'avatar du nucléaire, le soleil qui va nous détruire, ou peut-être quelque chose, une lumière qui n'est pas, mais qu'on cherche peut-être. Ils évoquent l'autre côté, on va en parler. Donc cette affiche, elle est assez programmatique, alors avec quand même... un futur que vous verrez peut-être vivre, voilà, c'est un peu compliqué. Alors, l'accès au monde, c'est un silo nucléaire, manifestement. Apparemment, oui, ça doit être ça. C'était une espèce de zone pour échapper. Les gens aujourd'hui, d'ailleurs, il y a plein d'Américains très riches qui se sont construits des petits paradis. Hein, mais là, on dirait que c'est un silo de missiles. De missiles aussi, c'est possible. Ouais. Alors, quelques images pour nous montrer. Le personnage de Vic qui nous est montré en train de ramper. Donc effectivement, c'est la première vision. Donc c'est l'idée d'une évolution. On passe du stade animal, hein, il est dans un stade animal, il va peut-être accéder enfin au stade humain à la fin, peut-être, mais c'est pas encore fini. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir ces personnages-là. Qui sont-ils, ces personnages? C'est étonnant, parce que c'est des chaussons comme des chaussons de chirurgie. Là, voilà. Donc c'est des espèces de personnages qu'on voit. J'ai pris une autre photo.
Est-ce que c'est les gens d'en bas? C'est possible, mais celui du celui milieu, il a la même canne que Jason Robards. Voilà, oui. Mais là, celui-là, alors, regardez comme c'est filmé, on a l'impression que c'est des géants. Hein. On a l'impression qu'on est dans un... Donc, il y a l'idée d'un monde qui est observé par des figures de démiurges, l'idée d'une manipulation et que, finalement, Vic et Blood, ils sont peut-être des instruments dans quelque chose. Oui. Avec cette idée de l'hygiénisme, peut-être d'une expérience scientifique aussi, parce que là, c'est les médecins qui mettent ça en général. Voilà. Donc ça rend le film un peu bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe finalement dans ce film? C'est qui ces personnages? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, quand il y a une sorte de cinéma, c'est pas Fistful of Wine, donc on est sur une espèce de western un peu porno, vous voyez, c'est-à-dire qu'on travestit, on détourne la mythologie américaine en mettant du cul dans le western, donc c'est assez trash, voilà, ça donne une image. Et quand elle apparaît, notre belle Quilla, regardez, elle apparaît derrière ça. C'est quand même l'araignée aussi, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, la façon dont c'est montré, ça, c'est assez programmatique. Et puis là, il faut une carte pour rentrer. Comme aujourd'hui, il nous faut des cartes pour accéder, il nous faut des passes, il nous faut des trucs. Donc, cette idée de la numérisation du monde, elle est déjà un petit peu là. C'est ça qui est quand même intéressant. Et puis, cette idée de l'Église, c'est-à-dire de la religion, opium du peuple, et de la manipulation des foules avec cette espèce de symbole, on y reviendra, d'aigle, qui est intéressant. Alors, l'idée d'éduquer les masses au son du passé, c'est-à-dire que, mais les sons du passé, regardez tous les morts, c'est-à-dire que il n'y a pas de leçon d'histoire, on glorifie le passé, mais le passé c'est la mort, vous voyez. Voilà. Donc c'est quand même assez étonnant, toute cette façon de conditionner, d'éduquer, on est dans une forme de totalitarisme, avec cette idée qu'on a dans l'équipe initiatique chez John Boorman, c'est de la purification par l'eau. Sauf que là, il est forcé, et là c'est de l'hygiénisme, c'est pas du tout un truc initiatique comme dans Excalibur de Boorman. Donc, ça rappelle le baptême un peu. Le baptême, un baptême un peu tordu. Voilà, et puis on fait des tests, bon, il a l'habituel virus de la grippe, on a très peur des virus, vous voyez, on est dans un truc hygiéniste qui est quand même bon, je veux dire un peu, voilà, société. Et puis alors voilà, ça c'est Déclare marié femme, ça c'est l'ultime tartufferie. On a ça dans un film que j'ai revu de Blier qui s'appelle Calmos. Allez revoir Calmos. Vous avez une scène où Jean-Pierre Mariel et Calmos, il y va franchement Blier. Allez voir Calmos, il fait un écho assez intéressant. Il y a une rétrospective qui est faite. Oui, c'est un écho aussi involontaire, mais à l'Iran. Parce qu'en Iran, la prostitution est interdite, mais on peut se marier pour 1 heure. Oui, il y a des petites choses comme ça qui peuvent être... alors je ne sais pas si c'était vraiment... Mais bon, ça peut faire écho à des histoires un peu comme ça aussi, ouais. Alors voilà, c'est que l'homme ne sait pardon que ce que Dieu a eu. Donc si vous voulez, l'idée pareil de la machine, c'est horrible. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'envers de ce monde dystopique, qui est un monde assisté par les machines pour... recréer sa survie mécanique, quoi, voilà. Donc, alors, maintenant je vais vous entendre sur l'idée de... ça c'est le résumé du film qui est fait par Richard Corben, qui montre effectivement que la Troisième Guerre mondiale a duré 43 ans. On a différentes périodes, et on a cette idée quand même que c'est le chien qui raconte l'histoire, voilà. Alors, vous voyez, donc conflit planétaire, la guerre froide et chaude, 4e guerre mondiale, 5 jours, 2007, fin de la civilisation, voilà, ça c'est le contexte. Et une fois qu'on a ce contexte-là, on se dit finalement, qu'est-ce qui se passe à la fin? Quel est le sens de la fin? C'est-à-dire que le héros, il est amené à choisir entre les deux, et entre elle et lui. Et comment vous avez ressenti cette fin? Puis je vous donnerai mon analyse. Madame. Moi je trouve que c'est peut-être le clou du film. Sans cette fin-là, à la limite, sincèrement, il ne m'aurait pas spécialement intéressé. Mais grâce à la fin, c'est génial. Alors pourquoi c'est génial? Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Qu'est-ce que ça nous apprend sur la nature humaine? Là, on pourrait dire, on tire ça un peu vers la philosophie, l'approche qui est... C'est vraiment non conventionnel, quoi. Parce que d'habitude, l'animal compte toujours pour rien. Bah oui. Et là, ça change tout. Et du coup, ça fait penser, je crois, à la mentalité de Miller. Il est un petit peu comme ça dans ses films. Ouais. L'animal est privilégié. Totalement. Oui, George Miller, on va avoir des... Totalement, oui. C'est pour ça que je l'aime bien, personnellement. Et puis George Miller, il nous fait des films magnifiques. C'est-à-dire, si vous prenez Happy Feet 1 et 2 et Babe, c'est carrément des contes philosophiques. Ça, c'est très intéressant. Absolument. De voir le cinéma de Miller à différents niveaux. Puis le dernier qui est sorti, qui a été... La critique n'a pas compris, 3 millions d'attentes, c'est un chef-d'œuvre.
Voilà, donc effectivement, vous avez tout à fait raison. Alors d'autres réactions sur la fin, monsieur? C'est une forme de détournement de l'archétype du western. Dans le western, à la fin, le cow-boy part avec son cheval et laisse la femme qu'il aimait en ville, pour ses Shane ou d'autres. Bon, là, c'est pareil, sauf qu'il l'emporte avec lui, mais en pièces détachées. Oui, là, voilà. Alors, d'autres réactions? Et quand même se poser, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est juste une blague? Ou est-ce que cette fin, elle n'a pas un sens un peu plus profond? C'est ce que je voudrais vous amener vers ça. Il renonce à perpétuer l'espèce. Il renonce à perpétuer l'espèce, ouais, parce que dans ce cadre-là, l'espèce, c'est une espèce de taré. C'est peut-être l'hymne à l'amitié aussi, parce que c'est vraiment l'amitié qui est mise sur un ça, énorme c'est intéressant. La question de l'amitié, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut survivre dans un monde post-apocalyptique? C'est est-ce qu'on est toujours capable d'éprouver de l'amitié pour quelqu'un? Serait-ce un chien? Vous voyez, là, on progresse un petit peu dans la ouais, tout à fait. C'est parce qu'elle n'est pas digne de confiance non plus. Elle n'est pas digne de confiance, la trahison, l'ambivalence des sentiments. Aussi l'amour qui conduit à la dévoration aussi, c'est un thème on incorpore l'autre parce qu'on l'aime tellement qu'on veut le dévorer. Oui, il y aura aussi ça. Oui, parce que est-ce qu'il l'aime ou il ne l'aime pas? Il l'aime quand même parce qu'il l'a suivi. Enfin, oui, quand même, il y a quelque chose. Il se met en danger plusieurs fois pour la suivre. Et oui, quand même. Donc, elle l'a déçu et là, elle n'est jamais très loin de l'amour. Donc. Et oui, voilà, c'est ça. L'ambivalence, comment on passe de l'un à l'autre. Il n'est pas dans le choix, parce que l'amour, c'est quand même du choix. Là, il n'a pas beaucoup de femmes. Il est toujours à la recherche d'une femme et il ne trouve que celle-ci. C'est pas vraiment de l'amour. Oui, mais c'est aussi une femme qui est autre chose à ses yeux qu'une proie. Qui devient autre chose. C'est vrai. Ouais, parce que du coup, on a l'impression qu'ils font vraiment l'amour. Et c'est hors champ, à un moment donné, elle fait des trucs. D'habitude, il les viole presque, les nanas, quand même. Là, c'est autre chose. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas si simple finalement. Je pense que on est sur la complexité des rapports humains entre effectivement les rapports de couple, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Hein. Il y a après l'alchimie du couple. J'avais fait une thématique sur l'alchimie du couple. On voit ça dans les films Remords de Grémillon ou autres. Là, il y a quelque chose qui est en déséquilibre forcément. Mais ce personnage ne sait pas trop quoi faire de sa vie parce que en fait son chien c'est son maître. Alors oui, alors pourquoi? Parce qu'il y a cette idée de télépathie, il y a cette idée de lien. Bon, je vais arriver à la conclusion, parce que le temps nous est compté, je vais vous donner quelques éléments. Cette idée de chantage aussi, si tu m'aimes, tu viens avec moi. Elle est toujours dans un mode un peu de chantage affectif, quand même, cette femme. Alors, est-ce que l'amitié est plus forte que l'amour? C'est-à-dire qu'effectivement, on a une ellipse finale, on ne voit pas la scène. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la voix off a été refaite à la demande du romancier. Puisque, en fait, dans la première version, on pouvait penser que Vic avait mangé de la chair de cette femme. Et Ellison, il y a eu dans le bonus Blu-ray, c'est intéressant. Il y a eu 2 points qu'il n'a pas aimés. C'est qu'effectivement, il y avait énormément de mots qui injuriaient cette femme. Elle était traitée de vache plusieurs fois par le chien. Donc, il a, avec de l'argent, Ellison a convaincu Elquid Jones de refaire une partie des dialogues et de changer ce dialogue. Donc à la fin, Vic n'a pas mangé. Donc ça veut dire que s'il avait mangé, il serait finalement revenu au rang du cannibale primaire. Non, il a fait ça par amour pour son chien. Donc c'est quand même différent. Cette fin, il faut la voir comme quelque chose d'autre. Et donc, comment analyser ça, finalement? Est-ce que c'est un film misogyne? Voilà, c'est ce que je vous expliquais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand ils dialoguent tous les deux, ils disent qu'il y a une force mystérieuse qui était à l'œuvre derrière ce film. Alors, est-ce que c'est un film qui est athée? Elquid Jones, lui, comme beaucoup d'écrivains, il parle de l'idée du chaos créatif. Ça veut dire que l'idée de chaos, qui est liée à la situation de l'apocalypse, de la destruction, doit permettre de recréer quelque chose. Et les écrivains fonctionnent beaucoup comme ça. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, et je termine là-dessus, c'est la question de l'autre côté. L'autre côté, est-ce que vous avez compris ce que c'est dans le film? C'est la mort. Alors, ça peut être la mort, ça peut être l'au-delà. C'est un impensé, mais c'est une quête. Il y a la quête de l'autre côté. Alors, ça revient plusieurs fois. Ça vient par le chien. À la fin, peut-être ils vont vers ça. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autre côté? Effectivement, il peut y avoir plusieurs explications possibles. Alors, à la fin, bien entendu, il n'a pas mangé à la femme, donc heureusement, il est resté humain, sinon il serait passé du côté de l'animal. Donc ce film nous montre aussi que quelque part, il est important de passer outre sa condition d'animal. C'est-à-dire de devenir humain, c'est... Voilà, il y a des sacrifices à faire, mais on ne doit pas devenir un animal. Ça, c'est important, parce que la situation de post-apocalyptique amène l'homme vers l'animalité, c'est évident. Donc ça, c'est un passage intéressant que la femme montre, qui est une ambiguïté.
Donc il y a un jeu de mots à la fin sur la question du goût. Alors sur la bande dessinée de Corben nous amène aussi ça, hein, mais la bande dessinée de Corben, à la fin, qu'est-ce que c'est que l'amour? Donc Corben termine sa bande dessinée. Est-ce que c'est vraiment une des questions qu'on peut se poser? C'est-à-dire finalement, c'est quoi l'amour? Et je peux vous rappeler qu'effectivement, l'amour et l'amitié, pour Platon, c'est la même chose. L'amitié, c'est une forme d'amour. Alors, il va y avoir une suite, A Girl and His Dog, ça a été avorté. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que Richard Corben, il nous fait une suite. Et dans la suite, alors l'au-delà, c'est le fantôme qui apparaît. Et la fin de Corben est assez dure, puisque Vic va mourir mangé par une araignée. Et le chien va survivre. Et il y a Quilla qui revient sous forme de fantôme. Donc Corben, il est très nihiliste dans sa façon de voir les choses. Par contre, le film reste ouvert, lui, sur la fin, de cherchons l'autre côté. Alors qu'est-ce que c'est que l'autre côté? Je vais vous donner une interprétation symbolique. C'est-à-dire, si on se dit que notre personnage et son chien, c'est le mat dans le tarot, hein, je vais passer assez vite, mais c'est un symbole qu'on a dans beaucoup de religions. Le mat, c'est celui qui est poussé à la recherche de quelque chose. On a dans le tarot de Marseille, dans le tarot anglo-saxon. Eh bien, le mat, à un moment donné, il se met, l'apocalypse, c'est le jugement, et il y a l'idée que le mat, à la fin, il doit arriver au monde, à l'unité. Vous voyez, le monde, c'est un personnage qui est symbolisé par un androgyne, une femme, et puis on a les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui sont les 4 évangélistes. Donc on peut dire que ce film, moi, il me fait penser à la structure du tarot, c'est-à-dire le cheminement d'un personnage, hein, et ça pose la question du choix. C'est la carte de l'amoureux. Hein. Ça veut dire l'amoureux, c'est choisir entre 2 situations, et c'est totalement le dilemme moral. Et dans le tarot, si vous voulez, il est intéressant le tarot, parce qu'on peut dire que chaque année a une carte maîtresse. En 2023, c'est la carte du 7, c'est la carte d'idée de sortir de la dualité du blanc et du noir pour s'élever vers autre chose. Vous voyez, c'est peut-être un peu ce qui est fait à la fin, c'est que notre personnage, il va continuer sa quête. Il va sortir de la dualité. La dualité, elle est présente, si vous voulez, dans cette idée du monde des brutes, là, de Fellini, et puis du monde des pseudo-civilisés, mais c'est les mêmes brutes. Et lui, il continue à tracer sa route avec son chien vers l'au-delà. Donc je trouve ça très symptomatique, hein, si vous voulez, de sortir du monde. Et si on prend 2024, je me suis amusé, et ça fonctionne vraiment bien. C'est-à-dire chaque année, c'est un maître nombre, et là ça correspond à la justice, au 8, à l'équilibre, à retrouver un équilibre, une balance. Alors c'est un personnage féminin, et nos personnages, ils vont vers quelque chose qui est l'autre côté, qui peut être, alors chez Corben c'est clairement la mort, hein, et là c'est laissé par le cinéaste comme un hors-champ, mais qui permet au spectateur, voilà. L'autre côté, si vous voulez, cette vision de la justice, voilà, on a une justice qui est rendue par des clowns, là, en bas, et cette idée de cette fausse justice, eh bien, l'idée d'une vraie justice, ou d'un monde un peu meilleur, elle est laissée hors champ. Bon, on reprend la symbolique de l'aigle, hein, qui est un symbole de pouvoir, vous voyez, mais c'est totalement détourné. Donc, le film, il n'y a pas beaucoup de symboles sur cet autre côté. Par contre, ce qui est clair, c'est que ces personnages, regardez la figure du diable, c'est la figure du clown, on est dans la version des valeurs. Voilà. Donc, si je vous invite à voir Metropolis, parce que Metropolis est un film qui parle de ça, hein, c'est-à-dire d'une dystopie, d'une théorie dictatoriale. Et ce qui est intéressant, c'est que Ellison dit que Vic Eglon sont 2 aspects de sa personnalité. Hein, le mental et la volonté. Et il manque le milieu, il manque le cœur. Hein. La quête de l'altérité, c'est l'autre côté, hein, l'idée de la transcendance. L'idée de qu'est-ce qui est hors champ, qu'est-ce qui est invisible. Et bien ça sera la suite, parce que le film de Tarkovsky, qui parle d'un sacrifice, mais ce n'est pas un sacrifice humain, c'est autre chose. Eh bien, le film de Tarkovsky nous montrera une attitude qui permet de faire face à l'apocalypse sans tomber dans la dépression. Voilà, je vous dis au mois prochain, si vous êtes toujours là. Bonne fin de soirée.